うしたよ、アルミン。これおじいちゃんが隠し持ってたんだ。外の世界のことが書かれてる本だよ。外の世界の本だって？ Et si toute mon existence était déjà prédéterminée? Et si ma vie entière devait être le sacrifice ultime? Un sacrifice pour que mes proches puissent vivre longtemps et heureux après moi? Suis-je prêt à devenir un monstre aux yeux de l'humanité dans l'espoir que mon sacrifice soit le dernier? Il semblerait que l'on n'accomplit rien de déterminant si l'on n'est pas prêt à certains sacrifices. Ainsi, c'est dans ce dernier chapitre de Shingeki no Kyojin que nous comprenons les motivations du martyr par excellence que nous dépeint Hajime Isayama à travers son œuvre, Eren Yeager. Salut la famille, c'est Doudou Reviews, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review du chapitre 139 de Shingeki no Kyojin, un chapitre très intéressant qui nous apprend énormément de choses. Ce chapitre a beaucoup divisé et je comprends tout à fait pourquoi. Par contre, nous verrons au cours de cette vidéo qu'il reste très cohérent et reste une très belle conclusion pour Shingeki no Kyojin. Isayama, comme promis, nous aura surpris jusqu'à la dernière page en changeant une dernière fois de paradigme. Nous verrons que ce dernier chapitre marque définitivement le message qu'Isayama veut véhiculer au travers de son œuvre. Comme promis, c'est à travers de cette fin douce et amère que nous comprenons le sens final de Shingeki no Kyojin. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le début du chapitre s'ouvre avec un souvenir, le souvenir d'une discussion entre Armin et Eren. En effet, on comprend qu'au chapitre 131, Eren a communiqué avec Armin grâce au pouvoir de l'originel. Cette discussion est la dernière entre ces deux amis. Elle est l'occasion pour Eren d'expliquer à Armin pourquoi il a agi ainsi, lui expliquer ses motivations et sa destinée qui l'a conduit à devenir un monstre pour l'humanité. Cette discussion est permise par les pouvoirs de l'originel dont dispose Eren. On comprend dès lors que tous ceux qui disaient que le rêve de Mikasa au chapitre 138 était un fantasme se sont trompés. En effet, c'est bel et bien des souvenirs qu'Eren a transmis à Mikasa lors du chapitre 138, tout comme il le fait pour Armin lors de ce chapitre 139. Si vous n'avez pas vu ma review à propos du chapitre 138, je vous invite à aller la voir, j'explique de manière très détaillée ce souvenir que Eren transmet à Mikasa et j'explique également mon interprétation des migraines de Mikasa. Ainsi, Eren commence par nous expliquer l'histoire de la grande ancêtre Ymir Fritz. Dans ce chapitre, Eren nous explique les motivations d'Ymir, la grande ancêtre. Ymir, comme expliqué dans le chapitre 122, n'est ni une esclave ni une déesse. Elle est simplement une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Et cette jeune fille est tombée amoureuse d'un monstre. En effet, Eren nous explique qu'Ymir, depuis plus de 2000 ans, est prisonnière du dernier ordre de son bien-aimé. L'ordre de celui qu'elle aimait si fortement qu'elle est restée son esclave pendant plus de 2000 ans. Un amour inconditionnel et irrationnel qui peut nous apparaître complètement insensé. En effet, Isayama, durant son œuvre, et plus particulièrement durant ce chapitre final, a vraiment voulu nous montrer les différentes facettes de l'amour. Si l'amour peut être conçu comme quelque chose de positif, quelque chose de très beau, Isayama est très ambivalent concernant l'amour. L'amour dépeint par Isayama peut également être nocif, il peut être contraignant, il peut priver les individus de leur liberté, les rendant ainsi déterminés, les rendant soumis. Comme Kenny Ackerman nous l'a expliqué lors de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, tous les hommes sont esclaves de quelque chose. Et Ymir Fritz ne déroge pas à la règle, esclave de son amour irrationnel et inconditionnel pour le roi Fritz, et ce, depuis plus de 2000 ans. La scène de l'épisode 14 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, lorsque Mikasa stoppait Armin violemment, de telle sorte qu'on avait l'impression qu'elle ne contrôlait pas son propre corps, est désormais interprétée de manière différente.
C'est son amour pour Eren qui l'a poussé à agir de manière si irrationnelle. Ce n'est pas son sang Ackerman. Dès lors, tout au long du manga, Isayama nous a montré ce que l'amour peut faire aux individus, ce que ce sentiment peut provoquer. Dans les cas les plus simples, il peut pousser au sacrifice, et dans les cas les plus compliqués, il peut, paradoxalement, pousser à la violence et à l'apocalypse. Ymir, prisonnière de son amour, attendait. Elle attendait pendant plus de 2000 ans que quelqu'un vienne la libérer. Quelqu'un qui pourrait la sauver de cette emprise, de cette agonie de l'amour qui l'a poussée à obéir pendant plus de 2000 ans à celui qui lui a tout pris. Ainsi, Ymir obtiendrait la libération par la procuration, en constatant un individu aimant comme elle, un individu aimant comme elle un monstre de manière si inconsidérée, si irrationnelle que personne ne pourrait réellement le comprendre. Un individu qui pourrait faire le choix qu'elle n'a pas pu faire le choix de s'opposer à celui qu'elle aime. Quelqu'un qui éprouverait à l'égard d'un monstre un amour aussi irrationnel et inconditionnel que celui qu'elle ressentait à l'égard du roi Fritz. Et cette personne, vous l'aurez compris, est Mikasa Ackerman. Dès lors, on comprend que tous les événements qui ont précédé, depuis le premier épisode, devaient conduire à cet instant. Toute l'histoire que nous avons suivie durant ces 11 années devait mener à ce choix que devait prendre Mikasa lors du chapitre 138. Dès lors, lorsque Mikasa prit la décision de tuer Eren, mais de continuer à l'aimer, de ne pas l'oublier, elle fit ce qu'Ymir n'a jamais pu faire. Elle réalisa ce qu'Ymir n'a jamais pu réaliser. La fatalité de ce destin, qui est cruel mais qui est en même temps très beau, fit sourire la jeune femme qui réalisa par procuration ce qu'elle a toujours voulu. Pouvoir être avec celui qu'elle aime en s'opposant à lui, même si ce n'est qu'un court instant. Pouvoir contempler cet amour réciproque qui, malgré ce monde cruel, a quand même pu se réaliser. Mikasa, par son choix de garder son écharpe, de continuer à aimer Eren au-delà de la mort, a libéré Ymir, libéré cette jeune fille victime d'une agonie de l'amour depuis plus de 2000 ans. C'est ainsi, lorsqu'Ymir a pu contempler la décision de Mikasa, qu'elle était prête à mourir, à disparaître en emportant tout avec elle. La malédiction des titans, la malédiction des 13 années, le chemin et surtout le parasite qui avait fusionné avec elle. En effet, on apprend lors du chapitre 137 qu'Ymir et le parasite sont liés, ils ont fusionné. Pour moi, la disparition du parasite n'est pas directement due à la mort d'Eren, mais elle est due à la mort d'Ymir. Ymir ayant le même destin que le parasite. Seulement, le seul moyen de libérer Ymir, c'était de tuer Eren. Il fallait que Mikasa s'oppose à Eren pour qu'elle soit libérée de son agonie de l'amour. Dès lors, on comprend clairement que Eren s'est sacrifié. Il transmet un message à chacun de ses amis, car ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est qu'il puisse vivre heureux et longtemps après lui. Dans ce chapitre, on comprend enfin les motivations d'Eren Yeager. Il apparaît finalement qu'Eren est un personnage qui n'a jamais vraiment été libre. Lorsqu'il a touché la main d'Historia lors de la saison 3, il a vu tout ce qu'il allait faire et tout ce qui était à venir. Lorsqu'il est entré en contact avec l'originel lors du chapitre 122, Eren a complètement changé. Le passé et le futur se sont entremêlés. Les actions qu'il a eues dans le futur ont eu des répercussions sur le passé. Dans Shingeki no Kyojin, le futur justifie le passé. C'est parce que ça a fini ainsi que ça doit se commencer ainsi. Dès lors, possédant le pouvoir de l'originel et de l'assaillant, on comprend que toute l'histoire que nous avons suivie était en réalité orchestrée dans le fond par Eren. Si le titan souriant n'a pas prêté attention à Bertolt, c'est parce que Bertolt était important pour la suite des événements à venir. Il était une pièce maîtresse pour que tout se déroule comme prévu. C'est parce qu'Eren a dirigé le titan souriant vers sa maison grâce au pouvoir de l'originel que toute l'histoire que nous avons connue a pu se réaliser. Dès lors, encore une fois, une action future a une conséquence dans le passé. C'est grâce au pouvoir de l'assaillant et de l'originel qui permettent aux actions futures d'avoir des répercussions dans le passé que cette fin heureuse a pu se réaliser. Eren, dès le premier chapitre du manga, alors qu'on avait l'impression qu'il subissait l'histoire, a provoqué le cours des choses. Eren est la raison de ces traumas, des traumas inéluctables pour arriver à cette fin. Dès lors, la mort de la mère d'Eren était en fait la condition sine qua non pour ce développement du personnage. Pour arriver à cette fin où ses amis pourraient vivre heureux et longtemps après lui. Cette fin où le monde est finalement débarrassé des titans qu'Eren a toujours juré d'exterminer.
Une fois encore, Isayama retourne son histoire en changeant encore de paradigme. Désormais, si l'on regarde le manga de nouveau, nous le verrons d'une manière complètement différente. Eren Yeager, pendant de nombreux chapitres, nous apparaissait comme un personnage profondément égoïste et libre. Seulement, il apparaît désormais qu'Eren est celui qui a été prêt au sacrifice ultime. Celui qui a sacrifié son humanité, sa liberté, sa famille, sa bien-aimée pour le bonheur commun, pour que le monde puisse être libéré du fléau des titans. J'avoue qu'il a un petit côté Itachi Uchiwa. Personnellement, je comprends que ce chapitre est divisé. En effet, c'est un réel parti pris. Isayama faisant d'Eren le héros tragique, humain, qui malgré tout continue d'aimer Mikasa. Il ne souhaite pas en réalité que celle-ci l'oublie, tout ce qu'il souhaite, tout comme elle, c'est d'être à ses côtés. Eren passe ainsi d'un personnage très déterminé, d'une réelle figure charismatique, à un personnage plus humain, un personnage profondément altruiste qui accepte d'incarner le mal nécessaire pour que le monde ait une chance de vivre en paix. 巨人に地上を支配される前、人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時に誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。Isayama conclut ainsi en demi-teinte, car si Eren reste finalement un héros profondément bon et altruiste, Isayama induit néanmoins que le mal est toujours nécessaire pour le bien. Le grand terrassement représenterait dès lors la seule solution pour que le monde puisse ensuite vivre en paix. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas ceux qui disent que c'est un happy ending, car concevoir que la condition de possibilité pour la paix est l'extermination de 80% de la population n'est pas vraiment un message positif. Isayama reste très réaliste, car comme Erwin nous l'a expliqué, les grands changements ne peuvent être provoqués que par des grands sacrifices. Les intentions d'Ymir, qui ont longtemps été source de questionnements, sont enfin révélées. Ymir ne souhaite pas se venger de ce monde qu'il a longtemps méprisé, qu'il a pourchassé et privé de sa liberté. Elle était tout simplement amoureuse. Amoureuse du roi Fritz, amoureuse d'un monstre. Honnêtement, je pense que c'est là qu'il y a un léger problème, dans le sens où justifier le génocide de 80% de l'humanité par un simple amour non réciproque qui en soi n'est pas réellement développé, c'est un peu facile. J'aurais pu y croire, mais je pense que ça n'a pas été assez bien développé. L'histoire de Shingeki no Kyojin est si vaste et si complexe que réduire tous les enjeux à ce choix du chapitre 138, je trouve ça un peu facile. On sent bien qu'Isayama a voulu terminer son œuvre, il y a un léger sentiment de précipitation. J'ai encore plein de questions en tête et je pense que c'est pareil pour vous. Mais je pense néanmoins que c'est un très bon chapitre et à mes yeux, conclure une œuvre aussi dense, aussi complexe que Shingeki no Kyojin doit vraiment être compliqué. Dès lors, je considère que cette fin est tout à fait satisfaisante, surtout si l'on prend en compte la quasi-perfection de l'écriture d'Isayama tout au long des chapitres précédents. Plus de 90% de l'œuvre est incroyable, donc je pense qu'on peut pardonner à Isayama les petites facilités scénaristiques de la fin. C'est un message très fort que Isayama veut véhiculer au travers de son œuvre. Pour changer les choses, il faut être prêt à faire des sacrifices, malheureusement. Dès lors, chaque personnage de Shingeki no Kyojin au cours de l'histoire a sacrifié quelque chose d'important, a sacrifié son obsession dans le but d'aller de l'avant. Par exemple, pour Historia, ce serait son obsession à vouloir se sacrifier pour les autres, à mourir pour une cause noble. Elle se retrouve finalement à élever son enfant et à vivre pour elle. Pour Reiner, ce serait son désir depuis la saison 4 de mourir. Le fait de renoncer à son obsession de vouloir être un héros. Pour Erwin, ce serait le sacrifice de son besoin de connaître la vérité. Pour Mikasa, ce serait tout simplement Eren. On comprend que suivant cette idée, Eren a fait le sacrifice ultime en sacrifiant tout pour ses proches, allant jusqu'à sacrifier sa vie, sa propre liberté. Ce message est très fort et très intéressant. Aussi, Isayama ne tombe pas complètement dans la simplicité car il nuance en expliquant que les conflits sont toujours à régler. Seulement, Eren a libéré le monde du fardeau des titans. Eren laisse la suite à ses amis, c'est parce que c'est eux qu'il sait qu'ils pourront sauver l'humanité et instaurer la paix. C'est ainsi que nous disons adieu aux personnages d'Eren Yeager, de Mikasa Ackerman et d'Armin Arlett et tous les personnages du Shingeki no Kyojin. Malgré les petites imperfections de la fin, Shingeki no Kyojin a été une œuvre incroyable, une œuvre parfaitement bien écrite,
extrêmement intéressante qui nous aura fait rêver pendant 11 années. Les personnages ont enfin leur liberté, chacun est libre de son destin et n'est plus contraint par les péchés du passé. Eren s'érige dès lors en symbole de liberté, représenté par l'oiseau à la fin du chapitre, car il n'a pu trouver la liberté que par la mort. Portant la mort en lui depuis la naissance, Mikasa, en lui offrant celle-ci, l'a définitivement libéré. Comme Isayama nous l'avait promis, c'est une fin douce et amère, car certes, c'est une fin assez ouverte et positive, mais nous avons aussi dû sacrifier le personnage d'Eren qui restera à jamais un souvenir pour tous les protagonistes. Seulement, comme il l'avait promis à Mikasa lors du chapitre 50, pour l'écharpe, il est prêt à remettre ça encore et encore. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à aimer si elle vous a plu. J'ai plein de vidéos prévues à propos de Shingeki no Kyojin en attendant l'adaptation animée de la partie 2 de la saison 4. N'hésitez pas à vous abonner, du lourd arrive. Je continue mes analyses de l'évolution des différents personnages du manga, du premier au dernier chapitre. Sur ce, à très vite.